Le dépistage néonatal, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant fort longtemps dans beaucoup de pays. L'idée première, c'était pour la phénylcétonurie, à savoir qu'il avait été observé qu'un régime alimentaire adapté permettait de réduire l'atteinte neurologique grave de la phénylcétonurie. Et on a euh, Robert Guthrie, en 63, il a mis au point un système de prélèvement de liquide sanguin ou urinaire sur papier buvard, un papier buvard particulier d'ailleurs, qui permettait de tester ensuite, une fois séché, l'échantillon pour sa concentration en phénylalanine et par conséquent permettre le dépistage et le traitement. Actuellement, il y a pratiquement, on n'est pas loin de 50% de la population française qui a été testée à la naissance pour la phénylcétonurie. Il y a eu un mécénat très important de la Société des eaux d'Évian au départ pour faire démarrer cette affaire. Et puis ensuite, ça a été validé par l'Organisation mondiale de la santé, et puis les principes du dépistage en général ont été posés, à savoir qu'il fallait que ce dépistage ait un bénéfice franc pour l'individu dépisté et que ce bénéfice soit direct. Et d'autre part, que le coût de la manœuvre de dépistage soit acceptable vis-à-vis de l'objectif. Les tests effectués sont dès les premières heures de vie, enfin, ça permet de dépister un certain nombre de maladies graves. Alors, il y a eu une très grande expansion récente des possibilités de dépistage néonatal. Et la drépanocytose, on sait la dépister de façon efficace. Et je dirais même que la drépanocytose est une exception parce que, et les hémoglobinopathies d'ailleurs en général sont une exception parce que le nombre de faux positifs et de faux négatifs est extrêmement faible. C'est un dépistage qui est quasiment de niveau diagnostique. Et ça diffère profondément d'autres maladies génétiques dépistées. Alors, le dépistage, il a commencé en France dans les années 85, avec la mise en place en Guadeloupe, en particulier de 85. Et il faut vous rappeler que le dépistage a été rendu mandatory aux États-Unis en 1986, même s'il s'est appliqué progressivement État par État. Donc c'est en France, c'est en 2000 que les choses sont advenues de cette sorte, et avec une particularité française qui n'existe nulle part ailleurs, à savoir que le dépistage était ciblé en fonction des origines de l'enfant. Et les premières expériences en Afrique, c'est 93. Alors là, on voit sur cette répartition quelque chose qui est bien connu, à savoir qu'il y a un très très grand nombre d'enfants qui naissent drépanocytaires dans le vieux continent africain comparé au nouveau monde, mais également en Inde, dans le sud de l'Inde, dans toute la croissance sud de l'Arabie saoudite. Il y a des très très grandes fréquences de drépanocytaires qui naissent et d'hémoglobinopathies en général. Diapositive. Donc là, vous avez un diapositive qui est un peu centré sur le Nigeria au milieu. On parle de 150 000 à l'heure actuelle naissances d'enfants drépanocytaires par an chaque année au Nigeria, ce qui correspond à un défi de santé publique majeur. Et puis, sur la représentation de droite, qui est là, c'est plus global et ça vous montre l'évolution des choses en termes de fréquence annuelle entre 2010 et 2050. Vous voyez qu'une très forte augmentation prévisible en Afrique et en Inde. La dernière figure en bas montre le nombre total cumulé d'enfants qui seront nés dans ces régions. Et vous voyez que ça se chiffre en millions. Des manœuvres relativement simples, entre guillemets, et relativement peu onéreuses ont permis, dans les pays dits riches, de réduire considérablement la mortalité pédiatrique, en tout cas. Donc, les facteurs qui permettent cette meilleure survie, on l'a déjà dit aussi, j'avance, mais bien entendu, il y a le dépistage néonatal. Et puis là, ce sont des courbes actuarielles qui vous permettent de voir que, effectivement, ces interventions, le dépistage néonatal lui-même, moi je me souviens qu'en Guadeloupe, l'introduction du dépistage à la naissance a fait passer
la mortalité avant 5 ans de 15% à moins de 1%. C'était dans les années 80. Et donc, l'introduction de la pénicilline, vous savez, il y a eu ces études randomisées, contrôlées, montrant la très grande efficacité de la prophylaxie par la pénicilline et également la grande efficacité des vaccinations anti-hémophiliques et anti-pneumococciques, et plus récemment anti-méningococciques. Techniquement, c'est tout à fait possible de dépister à la naissance, puisqu'il y a de l'hémoglobine A à la naissance, donc c'est les gènes bêta qui sont impliqués dans la drépanocytose et dans les thalassémies bêta, et qu'il y a 15 à 30%, ce qui fait qu'un hétérozygote AS, par exemple, va avoir 10% de S et 15% de A, par exemple, et ça se voit très très bien sur des méthodes électrophorétiques diverses. J'insiste pas sur les méthodes, mais elles sont très remarquablement efficaces. L'isofocalisation, qui a eu très longtemps le rôle principal dans le domaine, et l'HPLC évidemment, et puis depuis peu de temps, la spectrométrie de masse s'est installée. C'est la méthode qui est utilisée en France à l'heure actuelle, qui permet de limiter le nombre de laboratoires. Mais il faut du matériel et du personnel formé, bien entendu. Alors, si vous regardez l'isofocalisation, au milieu, vous voyez la couleur du sang, la couleur de l'hémoglobine, et vous voyez que l'hémoglobine fétale est très, très bien séparée de l'hémoglobine S et de l'hémoglobine A, et que le troisième échantillon en partant de la gauche n'a pas d'hémoglobine A. Et donc, il est homozygote, alors que son voisin a de l'hémoglobine A et de l'hémoglobine S. Donc, vous voyez, c'est assez remarquablement spécifique. Les maternités se prêtent, bien entendu, au dépistage. Alors, en Europe, c'est à J3, au moment de la sortie, que le prélèvement de son carton de Guthrie est effectué, mais ça peut évidemment être adapté à d'autres circonstances, et comme en particulier les centres de vaccination et les programmes de dépistage. Mais ça, c'est plus africain, et Ibrahima va en parler dans un instant. Donc, les modalités de dépistage, voilà les petites gouttes de sang qu'on prélève au talon, et puis l'identification correspondante. Très bien, merci Frédéric donc, pour cette partie introductive sur les aspects un peu plus larges à l'échelle mondiale, si je peux dire. Et maintenant, sur le cas particulier de l'Afrique, effectivement, depuis les premières expériences de dépistage néonatal effectuées à Koumassi au Ghana par notre regretté ON Frempong, il y a eu beaucoup de pays, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, qui ont initié des expériences de dépistage néonatal. J'en ai listé ici une quinzaine. Il s'agit essentiellement de programmes pilotes. Et comme l'a dit tout à l'heure Brigitte dans sa présentation, on n'a pratiquement pas de programme à l'échelle nationale, ni de programme de longue durée. En général, les programmes ont une durée qui est comprise entre 3 mois et 5 ans. Et seul dans l'expérience de Koumassi qu'on peut retrouver une cohorte qui a été suivie depuis la naissance pour une durée supérieure à 10 ans. Donc, ce gros problème d'absence de programme à l'échelle nationale est vraiment une difficulté. Alors, les méthodes utilisées sur le plan technique, c'est essentiellement l'isoélectrofocalisation et dans certains cas, l'HPLC. Les autres méthodes listées tout à l'heure, bon, surtout l'isofocalisation, hein, parce que l'HPLC, pour les problèmes d'automatisation, enfin, du moins en Afrique, n'est pas une méthode habituellement utilisée. Elle est utilisée en deuxième intention. Alors, les stratégies les plus fréquemment utilisées sont des stratégies de dépistage systématique et plus rarement des dépistages ciblés. Par exemple, au Bénin, dans l'étude de Chérif Rahimi, la procédure consistait à identifier déjà les mères qui étaient porteuses pendant la grossesse d'une hémoglobine anormale et avant de dépister leurs enfants. Au Mali, Dapa Diallo en avait fait une tentative aussi dans une étude qui montrait qu'effectivement, lorsqu'on faisait un dépistage ciblé et chez les mères porteurs de traits drépanocytaires, on ratait un certain nombre d'enfants. Donc, le dépistage ciblé n'est pas vraiment spécialement recommandé, d'autant plus qu'elle n'est pas sûre d'être moins onéreuse. Si bien que c'est surtout le diagnostic précoce, surtout néonatal, qui est recommandé, en particulier par l'OMS. Et ce diagnostic peut se faire ensuite de couche, mais également, puisque dans la plupart des programmes de santé mère-enfant en Afrique, il y a
et des consultations postnatales. En tout cas, nous, à Saint-Louis, c'est l'expérience que nous avons. Nous rattrapons beaucoup d'enfants en dépistage néonatal à partir du 8e au 15e jour quand ils reviennent en consultation. Cependant, dans certains pays, on considère que la grande majorité des enfants ne naissent pas dans leur lieu de résidence, si bien qu'il y a lieu d'expérimenter la possibilité de faire un dépistage en cours de vaccination, notamment lors de la vaccination pour le BCG qui se passe dans le premier mois et aussi surtout la vaccination pour la première dose du vaccin pentavalent qui est administré à 6 semaines puis à 10 semaines. Alors, nous, au Sénégal, dans notre expérience, nous avions vu sur une vingtaine d'années, avec plus de 2250 enfants suivis à Albert-Royer, à cette période-là, en 2010, on voyait qu'à peine 3% des enfants avaient moins de 6 mois au moment du diagnostic, alors qu'il y avait 2 fois plus que cela, donc plus de 6% de ces enfants qui étaient diagnostiqués à partir de l'âge de entre 11 et 15 ans, ce qui est extrêmement regrettable. Donc, tout ça a incité à s'intéresser au dépistage néonatal, raison pour laquelle nous avions institué un tel système d'abord à Dakar en 2005 dans le cadre de la campagne de plaidoyer pour la lutte contre la drépanocytose avec la préparation des états généraux de la drépanocytose. Donc, c'était une étude multicentrique dans laquelle plusieurs pays avaient participé, nous avait permis d'avoir déjà un premier jet pour voir la prévalence à Dakar, qui était à peu près la même qu'à Saint-Louis. Mais quand nous avons fait le dépistage à Saint-Louis, je dois préciser qu'après 5 ans de dépistage à Saint-Louis, nous avons vu plus de 25 000 nouveau-nés et on a à peu près les mêmes chiffres pour les porteurs de l'hémoglobine A, mais on voit une farandole d'hémoglobine différente par rapport à Dakar, ce qui montre que même à 300 km d'un endroit à l'autre, on peut avoir des profils complètement différents. D'autres programmes sont institués également en Afrique, notamment au Nigeria. Il y a des approches multisites qui reposent sur la création de centres de référence de drépanocytose parce que c'est un élément important, parce qu'il faut assurer le suivi pour avoir des soins complets pour ces enfants drépanocytaires. Il ne s'agit pas seulement de les dépister. Alors, le Nigeria, ils ont cette expérience de faire le dépistage par HPLC dans ces sites-là, avec un certain nombre de difficultés rencontrées, notamment les coûts très élevés, avec une difficulté à maintenir le programme sur une longue durée. Il y a également, plus récemment, depuis 2020, un consortium qui s'appelle CONSAR, donc Consortium of Newborn Screening in Africa, qui regroupe 7 pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest, notamment des pays anglophones, donc qui essaie de démontrer l'efficacité du dépistage néonatal dans la prise en charge précoce de la drépanocytose. Alors ici, quelques chiffres simplement pour montrer que les expériences de dépistage néonatal, même si elles ne sont pas à l'échelle nationale, permettent quand même d'avoir des chiffres qui confirment un peu la répartition épidémiologique de la drépanocytose en Afrique, notamment quand on regarde dans le cas du Burkina Faso, qui est le centre vraiment de l'hémoglobine C, on voit que les sujets AC sont plus nombreux que les sujets AS et qu'on a beaucoup plus de naissances de sujets SC ou bien de CC, homozygote, que de sujets SS. Ça, c'est des éléments d'information qui, quand même, apportent des informations sur le plan épidémiologique. Nous, à Saint-Louis, également, à Dakar, on a vu sur ces 2 études qu'on avait à peu près donc, des variétés assez importantes et parfois même des différences entre Dakar et Saint-Louis. Alors, donc, les problématiques observées en Afrique, c'est qu'il y a toujours la priorité des maladies infectieuses et nutritionnelles dans l'enfance, avec très peu de programmes nationaux de lutte contre la drépanocytose d'une façon générale. Et du coup, l'absence de cadre réglementaire même gêne les projets de dépistage néonatal parce qu'il y a des contraintes légales et autres qui font que vous êtes obligé de demander le consentement, etc. Et ce qui n'est pas toujours facile à faire passer dans le comité d'éthique. À cela, il faut ajouter donc l'absence de financement de l'État, les coûts élevés des équipements et de la formation du personnel. Et dans certains pays, il y a des problèmes d'acceptabilité parce que ce n'est pas des programmes portés par l'État et les populations n'acceptent pas. Alors, les perspectives, c'est de faire de telle sorte qu'en utilisant des méthodes de tests rapides auprès du patient, ce qu'on appelle le point of care, donc il y a des études qui montrent qu'il y a des possibilités d'utiliser en dépistage néonatal, ou en tout cas dans les premiers mois de vie, ce diagnostic par les tests de diagnostic rapide qui sont il y en a un certain nombre, mais les plus connus actuellement, c'est le sickle scan, le type C et le MX-Gazelle, qui est une méthode un peu plus quantitative, etc.
Donc, avec des diagnostics rapides qui peuvent se faire dans un délai d'une dizaine de minutes. Donc, aller bien les valider en dépistage néonatal, mais au moins dans les premiers, deuxièmes mois, on peut faire des diagnostics relativement fiables avec cela. Il y a beaucoup d'études qui ont montré leur spécificité et leur sensibilité. Au niveau de l'OMS, l'OMS produit chaque année, et depuis 2018 ou 2019, une revue des tests recommandés qu'on considère comme les tests essentiels pour le diagnostic dans les pays et dans les différents pays. Donc, chaque pays, comme dans la liste des médicaments essentiels, l'OMS valide une liste de tests essentiels pour les diagnostics. Et parmi ces tests-là, en 2021, dans la dernière revue, 2020 plutôt, excusez-moi, ils ont inséré les tests de diagnostic rapide pour la drépanocytose, donc qui sont recommandés par l'OMS en dépistage néonatal. Donc, les perspectives pour terminer, c'est qu'il faut que l'Afrique développe des approches stratégiques adaptées dans chaque zone ou dans chaque pays, notamment reposant sur une bonne information et de la sensibilisation du public, mais essayer de faire de sorte que le dépistage néonatal soit réalisable, surtout le plus près possible des populations dans les centres de santé primaire, et éventuellement aussi le dépistage au niveau de la vaccination, puisqu'il y a un programme élargi de vaccination qui est très respecté, avec des taux de couverture très, très élevés, supérieurs à 90% dans les premières doses de vaccin. Il faut un registre de patients, ce que disait Brigitte tout à l'heure, pour pouvoir établir des éléments sur l'évolution de la maladie, les mortalités, etc. Et aussi, donc, le dépistage néonatal ou proche n'a d'intérêt que lorsqu'on peut faire des vaccins antipneumococciques, mettre en route la pénicilline orale, mais dans le cas particulier aussi de l'Afrique, instituer des mesures de lutte contre le paludisme qui est un facteur de mortalité et de morbidité assez important. Donc, il faudra maintenant réserver les soins complets, en tout cas les soins beaucoup plus développés au niveau des centres secondaires et tertiaires, notamment les centres de référence, plus développer le conseil génétique et tout cela doit reposer sur l'éducation des patients et des soignants, donc la formation. Il y a une abondante littérature, je vous ai listé seulement quelques références qui pourraient être partagées pour ceux qui sont intéressés par les problématiques du dépistage précoce. Je vous remercie.